table ronde sera consacrée à l'épargne retraite, l'asset management, une solution pour l'épargne retraite. On voit bien que les lignes commencent à bouger en la matière. Face au défi du financement des retraites, les autorités publiques, qu'elles soient nationales ou européennes, comme M. Dombrovskis vient de le dire, reconnaissent désormais la nécessité de développer des instruments de retraite additionnels. Comment on essaiera de le voir? C'est une petite victoire en tout cas pour les professionnels de l'investissement qui ont des solutions proposées. C'est ce qu'on va voir aussi avec nos intervenants. On verra quelles sont les attentes des fonds de pension et des épargnants. Pour coordonner cette table ronde, je vais d'abord appeler M. Philippe Sedbon. Philippe Sedbon, directeur général de Groupama Asset Management depuis 2013. Voilà. Et vous êtes aussi, évidemment, président des commissions solutions d'épargne et régulation, réglementation de l'AFG. Philippe, à vous la parole. Merci. Bonsoir. La retraite. Bon, la retraite, c'est important parce qu'on est tous concernés. Bon, hein, on y passera tous, donc on est tous concernés. Le sujet, on est concerné, bien évidemment, en tant que citoyen, en tant qu'individu, je viens de le dire, mais on est concerné en tant qu'organisation, acteur dans nos organisations de gestion d'actifs, dans nos organisations financières. On est un acteur aujourd'hui de la chaîne de valeur sur la gestion de l'épargne retraite, un acteur important, et ça a déjà été abordé pour partie dans les tables rondes de Didier Leménestrel ou de Daniel Roy. L'État aujourd'hui, en réalité, il est quoi, hein? Si on fait un constat de la retraite aujourd'hui, finalement, quel que soit le système retenu nationalement, que ce soit un système par répartition, on est bien placé ici à Paris pour parler du système de répartition, ou un système bâti sur la capitalisation classique, dans les deux cas, on est en grande difficulté finalement. Dans le premier cas, la démographie et le chômage qui en découlent. Mais la démographie, finalement, attaque un peu plus chaque jour la pertinence du système par répartition ou du seul système par répartition. Et puis, dans l'autre cas, la croissance faible et les rendements nuls, on en a déjà parlé plusieurs fois cet après-midi, finalement, là aussi, entame ou révèle les difficultés du système tel qu'il a été bâti aujourd'hui. Donc, l'asset management, l'industrie de l'asset management, qui est un des acteurs majeurs, un des acteurs importants, un des chaînons de cette chaîne de valeur, est au centre et doit souhaite, Daniel l'a évoqué tout à l'heure, apporter des solutions et des solutions structurantes sur ce marché de l'épargne retraite. Structurante, c'est important, par opposition peut-être à l'aspect conjoncturel de la chose, et j'en finirai avec ça. Je voudrais rebondir, parce que ça me tient à cœur énormément, donc je profite de la tribune qui m'est faite là pour une conviction personnelle. Je rebondis sur l'allocation du capital que Daniel Roy a souligné plusieurs fois dans son intervention. Elle est essentielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des propositions structurelles que l'on va faire, que l'on peut faire, que l'on peut amener, il faut qu'on soit aidé aussi. Donc j'en appelle aux autorités publiques sur le sujet. L'économie de marché telle que nous la vivons et telle qu'elle régit nos sociétés n'est pas faite pour fonctionner durablement avec une courbe des taux d'intérêt qui soit administrée. Ça trouble les primes de risque, ça trouble les primes de liquidité, ça n'est pas fait pour fonctionner comme ça. Et le problème, c'est même pas la bonne allocation du capital financier, c'est l'allocation du capital réel, économique. Merci. Merci pour cette introduction, Philippe. Je vais appeler nos trois intervenants, Johan Segars, Alan Pollack et Guillaume Prache, pour me rejoindre sur la table. Autour de la table. On peut les applaudir, bien sûr. J'en profite pour vous rappeler, pendant qu'ils s'installent, que vous pouvez poser des questions SMS. On essaiera de réserver un petit moment pour y répondre après. Alors, je vous présente rapidement nos intervenants. Johan Segars, directrice générale de la Pensions and Lifetime Savings Association. C'est l'organisation britannique qui défend et promeut les fonds de pension. Alan Pollack, à ma gauche, président directeur général du groupe PFA Pension. C'est un fonds de pension danois qui va bientôt fêter son centenaire et qui couvre plus de 1 million de personnes. Alan Pollack a été auparavant directeur général de Nordea Asset Management. Et Guillaume Prache, délégué général de Better Finance. Better Finance, c'est la Fédération européenne des épargnants
et usager des services financiers, donc qui est un centre d'expertise pour tous les épargnants, qu'ils soient investisseurs particuliers, actionnaires individuels, souscripteurs de fonds de pension ou d'assurance vie. On va essayer de naviguer entre l'anglais et le français, mais il y a une traduction simultanée. Alors, l'asset management, il joue évidemment déjà un rôle clé comme gestionnaire de l'épargne retraite sur le long terme. La gestion des actifs des institutions de retraite et de prévoyance des fonds de retraite sont dans la plupart du temps délégués aux sociétés de gestion. So, a general question for you, Alan Pollack and Johan Siegers. What is your view on the asset management industry as a provider for the pension savings at the moment? Maybe first, Johan. Well, thank you very much. And I have to confess, as a sort of British person here in front of you, I feel slightly nervous addressing you after the presentations from Monsieur Letta and also the Commissioner Dombrovskis. But I'll do my best. Don't be. We'll try to be nice. Thank and you. fair. We're all still here together. And I think, you know, from my perspective, thinking about this very much from a UK perspective, thinking about it from a European perspective, asset management is quite clearly a necessary part and a growing part, I would say, of delivering good and strong retirement provision. So what we need to see as pension funds, as the asset owners, is a strong asset management sector, one which is aligned with our interests, and we've sort of talked about pricing, but I guess it's really a question about alignment and long-term alignment. So in the UK already, asset managers play a very, very important role in the mechanics and the operation of pension funds, and I'm talking here really as pension funds as institutional investors, thinking about that from an occupational perspective, a wholesale perspective. And their role is offering asset management services. Very few pension funds in the UK now do their own direct asset management. That's done through asset managers. And asset managers are providing increasingly sophisticated, necessarily so, investment options to pension funds. And that's increasingly important in this long-term low-interest environment that we've just been talking about. And they can provide in turn and become the engines for economic growth through investment in infrastructure, which we need in the UK, which we need across the whole of the European Union. And I think we might talk a bit later on about the role that asset managers have more broadly, again through investing through pension funds, through their asset owners, in improving corporate governance in the UK, but also more broadly across the globe. So that's the role of of asset managers, if you like, as third-party investors on behalf of pension funds. But I think one of the things that we see increasingly in the UK is asset managers having a much closer, much more direct relationship with the end consumer, as asset managers have, partly through the invention of automatic enrolment in the UK, which has brought 6.5 million new savers into pensions. Asset managers have set up master trusts, so defined contribution money purchase pension schemes, and they have, through employers who are required to automatically enrol employees, they have nonetheless a much closer, more direct role with the individual end saver, the individual saver. And so I think, you know, asset managers' role in pensions, as I see it, will certainly grow, both in terms of that third party, that sort of asset management, traditional asset management relationship with occupational pension schemes, but also growing in terms of its relationship with savers more generally. Okay, thank you. Same question, Alan. What level of service do you expect from asset managers? Yeah, I would say first of all, it's very clear for me that the savings we are doing in Europe, whether it's for in investment funds, on pension scheme, for life annuity, it all has to do with retirement. Then we can talk about whether it's a pension wrapper or a life wrapper or whatever. Mm-hmm. But we are basically 90% of European people, they save to have something for the day they don't get their ordinary salary. So asset management is on the heart of this. Yeah. However, I call it, in particular, asset management competence is on the heart of this. Mm-hmm. Because all this is about giving the savers access to the competence. And that has worked pretty okay for many years. But now in this extreme environment, and as you both have said, and you, Philippe, in your introduction, there is a need for building our products
slightly different going forward. Yeah. And here you can say, will asset managers today be able to offer this directly? I'm not so sure. So there's a lack now. Why are you not so sure that they could deliver this? No, I think they have the competence, but the product range to offer a true long-term offering is there only in very few countries in Europe today. We need to think into the next generation of product line and combine the best of what we have in the usage world, a fantastic thing in the usage product, and combine it with the best of the long-term thinking in particular pension funds. Now, this is extremely difficult. So we can have many opinions about how to do it. It's not easy. But we need to do that to bring a product line accessible for the, let's say, mass market in Europe, because it doesn't really exist today. Okay. So, what news... Je vous en prie, Philippe. Ça marche. Sorry. May I ask you just a question on your last point, mix of UCITS and long-term, let's say, particularity of UCITS is the liquidity. What do you have in mind in terms, because when we speak about long-term investments, long-term savings, we also could assume that there is a part dedicated to illiquid assets. So how do you consider? No, but you are so right, Philip. This is one of the key difficulties. But in my eyes, it can be solved. Now, the beauty of the usage is that there's competition. You can choose provider A, B, C, and they compete. This is extremely healthy. When we come to the pension, it's difficult, exactly as you point, because it's long-term, and then you need liquidity if you shift. So the way, in my mind, one of the few ways it can only be done is that you have only very few open windows to transfer. Let's say once, twice a year, you have to give 6 month advice, notice, you will shift. So each of the product managers can prepare this, so we then don't get too much forced selling. However, it's for me very fundamental that you have a product where you can transfer money between providers. That is the idea of a European market, that is that the best men win, so to speak, for competition. But let's be transparent on performance, on cost, and let the money move to the best man. So we should not give up on it, but I agree it's difficult. So regarding this particular point, and I will ask a question to Johan too, what new solutions, what innovations do you expect from the asset management industry? And after... I think that one of the most important things for asset management industry is to work with this new extreme low interest rate environment where we all ask to take on more risk. And the way we do it may be to go into new markets, and as we have heard a couple of times today, to go into infrastructure, to real estate, and put on other types of risk, particularly what we all call liquidity risk. So we go into less liquid assets. Now this is another kind of risk. And we need in the asset management industry to work on that product line. It's difficult because you don't know before you have problems in the market how risky it actually is, because you cannot get out again. But this is one of the key topics on sustainability of the whole system we have now is, do we understand the risk we all are taking on? Okay. We will discuss this later with Johan, maybe. Yeah, I'd very much agree with that. I think the challenge that we all face is how do we deal with long-term low interest rates? I mean, if we cast our mind back to 2008, this was supposed to be a temporary phenomenon. In the Eurozone, you're coming to terms much more recently with the phenomenon of quantitative easing. We've been living with it for very many more years in the UK, and it is very difficult, and particularly difficult when we have defined benefit, when we come from a defined benefit pension scheme tradition, and the impact that has on our liabilities. So we are searching through our asset managers as pension funds for some of those new ideals, new ideas. And so it is about how do we manage risk much more sharply, much more in a much cleverer way than we have before.
And what are the asset classes that will help us deliver that? And infrastructure, as you said, is one of those asset classes. And part of our challenge from a pension fund perspective has been to make sure that we can do and have access to those asset classes in a way that's really suitable for pension funds. Because when we first came and looked at infrastructure as an asset class from a UK pensions perspective, from an industry perspective as a whole, pension funds, so my members who are some of the UK's largest pension funds came to me and said, well, we don't really like what we see. It should be a good asset class. It should be a natural way for us to manage our risk, which is really important in the UK context, where most of our defined benefit pension schemes are closed to new entrants and closed to future accrual. But what we see is a private equity type market of a lot of churn in the assets, high fees, and a lot of misalignment of interests. And we stepped in and we've actually set up our own asset manager. So my institution owns an asset manager, authorised asset manager. It's a fully AFIMD asset manager to do infrastructure for UK pension funds and for other pension funds across Europe as it happens. So it is about looking at what those new asset classes are, but how they can be made to work from a long-term perspective, from a pension fund perspective, to deliver those long-term cash flows which we need to pay benefits. Guillaume Prache, dans cet environnement de marché assez chahuté, de taux qui sont extrêmement bas quand ils ne sont pas négatifs, comment évoluent les attentes des épargnants en matière de retraite? Est-ce qu'elles évoluent? Est-ce qu'ils ont vraiment pris conscience de ce changement d'environnement? Je vais répondre, mais d'abord je voulais remercier l'AFG d'avoir invité à donner la parole à des épargnants européens et français qui sont vos clients finaux, et aussi d'avoir choisi cette approche européenne parce qu'on pense que c'est la seule façon pour l'industrie française et européenne de la gestion d'être compétitive et de rester compétitive par rapport aux gestionnaires des autres continents. Sur nos attentes d'épargnants vis-à-vis de la gestion, d'abord on a peut-être malheureusement d'ailleurs assez peu de contacts directs, puisque quand vous regardez la répartition du patrimoine financier des ménages, il y en a au niveau européen, je parle, mais c'est assez similaire au niveau français. Vous avez 35% en produits bancaires, 32% en assurance vie et en produits d'épargne retraite, 8% seulement en fonds, que ce soit UCITS, OPCVM ou autres. Et puis alors le reste, c'est des détentions directes d'actions et d'obligations. Alors, donc on n'est pas si exposé que ça directement. Alors bien sûr, dans les 32% d'assurance vie et de retraite, il y en a. Mais nous, on attend beaucoup de l'industrie de la gestion, parce qu'on pense que d'ailleurs, potentiellement, l'industrie de la gestion est à la veille d'un âge d'or, parce que justement, l'épargne retraite devient complètement cruciale pour tous les citoyens français et européens, pour les raisons que M. Sedbon a indiquées, et d'autres avant lui cet après-midi, et aussi parce qu'ils nous semblent les mieux placés pour obtenir des performances à long terme, et des performances en les obtenant en investissant dans l'économie réelle. Alors, j'étais content d'entendre Alan Pollack, qui a été longtemps un fund manager lui-même, enfin un asset manager lui-même. Maintenant, il est à la tête d'un fonds de pension suédois extrêmement efficace et transparent, de parler de transparence des performances et des frais. Parce qu'il y a un mot grossier que j'ai appris au fil du temps où je défends les épargnants, c'est le mot performance et rendement. Et d'ailleurs, ça le devient quand même un peu moins obscène de le prononcer, surtout avec les taux d'intérêt très, très bas et voire négatifs. Mais quand même, j'ai observé qu'ici, on dit que pour notre panel, on recherche un rendement potentiel. Alors, je préfère de loin la traduction anglaise qui dit « We strive for attractive returns ». On préfère le attractive au potentiel, si mon point n'était pas assez clair. Et c'est le problème, hein, puisque on fait chaque année une étude, mais on n'est pas les seuls. Hein, l'OCDE le fait sur les performances réelles de l'épargne retraite et long terme en Europe.
réelle, c'est-à-dire après inflation, et ça c'est clé, puisqu'il faut éliminer l'illusion monétaire pour les citoyens européens, eh bien, il y a encore beaucoup de produits d'épargne retraite qui ont une rentabilité réelle négative sur le long terme. Là, on en est à 16 ans, depuis 1999 à 2015, et d'autres qui ont des rendements très faibles. Alors, je crois que je suis trop long, donc je termine sur les attraits de la gestion pour nous. C'est que justement, avec ces taux d'intérêt très bas, ce qu'on voit, c'est que d'autres acteurs, je vous ai donné la répartition de l'épargne financière des ménages, sont sous très très forte pression, encore plus que vous, puisque les comptes bancaires, actuellement, l'épargne bancaire, on perd de l'argent. Quand on regarde les taux, qu'on enlève les frais, qu'on enlève l'inflation, on perd de l'argent. L'assurance vie et les produits d'épargne retraite, comme je l'ai dit, les rapports de recherche ne donnent pas des résultats toujours excellents. Il y a certains qui sont très bons, mais en moyenne pas excellents. Et vous connaissez mieux que moi les challenges de l'assurance vie, que ce soit en France ou ailleurs, ou en Allemagne, avec les taux d'intérêt qui baissent, ils réinvestissent à 0,5 par là. Alors quand on a 0,6, 1 ou 2 ou même plus % de frais, ça va poser un énorme problème. La dernière chose où je vois un gros avantage pour la gestion et pour les fonds, Alan aime beaucoup les UCITS funds, mais moi aussi, c'est que, et vous le regarderez quand vous faites toutes les enquêtes sur ce qu'on appelle les millennials ou les digital natives, enfin les jeunes générations, la Commission européenne d'ailleurs le dit, on veut des produits simples, le plus standardisés possible, et qui dit simple derrière dit souvent les plus transparents, et les UCITS funds, c'est très transparent relativement à d'autres produits, et moins cher, parce que quand vous arrêtez quand vous ne les emballez pas dans d'autres couches de produits, les wrappers comme on dit, en général les frais sont plus bas, et dans un contexte de taux d'intérêt très faible et de rendement très faible, les frais ils vont se voir de plus en plus. Philippe, vous voulez répondre? Juste un mot. Non, je partage évidemment, et notamment les difficultés dans cet environnement de taux bas, mais je crois que ça a déjà été dit précédemment dans l'après-midi, mais il ne faut pas confondre finalement le produit simple. Je pense qu'en tant que dans l'industrie de l'asset management, société de gestion, on veut faire la promotion effectivement de produits simples, faciles à expliquer, faciles à comprendre, peut-être pas faciles à gérer, mais en tout cas qui génèrent pour reprendre le terme et peut-être le mettre au milieu des deux entre le français et l'anglais, l'expected return nécessaire. Mais c'est justement le sujet de qu'est-ce qu'on imagine dans le futur qui aille un peu au-delà, qui soit sur des produits simples et sur lesquels on ne rajoute pas toutes ces couches d'avantages fiscaux éventuellement ou autres qui font qu'on ajoute des couches de frais là où ils sont sans doute ou peut-être inutiles. Alan Pollack, you were speaking of the need and the boom of illiquid assets. Is it temporary, or is it going to last for many years? Is it a new normal situation, and do you think that savers will want to own more and more liquid assets in the future? Well, we can only guess about this monetary policy, how long it will go on and on. I don't know, but the outlook for European economy doesn't look that fantastic. So I think we have to plan that it goes on for some years. But that's not the only driver. The other driver is that you could say, and now I exaggerate a little, that you could say that this public-private partnership, that you take an asset or a certain issue and outsource it to and finance it through, let's say, an infrastructure program or other programs. That is, I call it, second generation government bonds. Some years back, you would just have issued some government bonds and done this investment directly. Now you do it with a particular asset, and you have that as the security for the issue, and then we as investors should invest in it. That's the idea. So we go from something extremely liquid, government bonds, to something very illiquid. And I think that trend will go on for long, because there is an element of efficiency related to this. It's both the financing, but it's also how you actually run it that is typically outsourced to someone, but that creates actually a much better governance on it. So yes, I think we need to
go on investing with this, because this will be, at least for many years, a growth area for our industry. Yes, Jan, please. And I think that's absolutely right, and I fully agree with that. Whether, to your question, it's the right thing for individual retail savers to do, I think is perhaps another question. At the moment, I think we're talking about institutional investors taking that route. And even for institutional investors, infrastructure is a very, very complex asset class. So for retail customers, which I think was perhaps the basis of your question, that I suspect might be some way off unless you're actually looking through listed funds or the like. Guillaume Prache, justement, oui, comment est-ce qu'ils voient les épargnants individuels, cette course vers les actifs illiquides? Ils ont eux aussi ce besoin de nouvelles solutions de ce type-là? Tout à fait. Bon, c'est bien de faire le distinguo entre les institutionnels et les épargnants, mais enfin, in fine, c'est quand même nous les clients finaux. Donc, parfois, je suis un petit peu agacé d'entendre répéter la préférence pour la liquidité des épargnants, l'aversion au risque. Je vous ai donné les chiffres de la répartition de leur patrimoine financier. Il y a plus de 62% du patrimoine financier des épargnants qui est à long terme. Et si vous rajoutez l'épargne immobilière, c'est plus de 80%. Et l'épargne immobilière et les fonds de pension et même l'assurance vie, ce n'est pas extrêmement liquide pour les épargnants. Inversement, quand je regarde le portefeuille en risque des assureurs vie européens, ils n'ont que 8% d'actions en 2010, c'est-à-dire bien avant Solvabilité 2. Donc j'aimerais qu'on arrête un peu de dire ça. C'est vrai qu'on n'aime pas les risques, mais personne n'aime les risques, hein, si on pouvait avoir quelque chose de sécuritaire. Mais en fait, ce qu'on n'aime pas, c'est le high risk, low return. Et je donne un exemple. Dans notre rapport de recherche qu'on vient de publier, le moins performant de tous les produits d'épargne longue que l'on a trouvé dans toute l'Europe, sur 15 pays, 86% de la population européenne, avec les chiffres de l'industrie, ça s'appelle les contrats d'assurance vie en unité de compte en France. C'est une performance réelle négative sur les 16 dernières années. Et c'est la plus négative qu'on ait trouvée. On a pourtant regardé la Bulgarie, la Roumanie, etc., où il y a des produits assez curieux, mais ils ne font pas aussi mal. Donc il y a une nécessité, effectivement, moi je suis d'accord, de repenser un petit peu comment on gère. Il faut effectivement pas mettre trop d'emballage. Il faut, quand je dis un produit simple, ça ne doit pas dire un produit basique et je ne sais pas moi, comme par exemple un livret A, mais il faut qu'il soit efficace en termes de performance. Voilà. On a des idées pour ça, mais on va peut-être y revenir. Philippe. Oui, non, juste là aussi une remarque peut-être. D'abord, j'imagine qu'on ne parle pas des unités de compte qui sont gérées par les sociétés de gestion dans cette salle, en tout cas pas la nôtre. D'accord. Non, mais justement. Donc je reviens pas sur ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'empilement des frais, trucs. En revanche, sur l'aspect liquidité et risque, le sujet n'est pas. Le sujet est bien entendu un sujet d'alignement d'intérêts entre le client retail jusqu'à l'usine de production, donc en passant par la distribution et les éventuels gestionnaires de contrats, hein, des enveloppes. Et donc, pour qu'il y ait alignement d'intérêts, il faut que la régulation aussi aide à cet alignement d'intérêts. Donc c'est bien de s'occuper de l'intérêt de l'épargnant final, c'est bien de s'occuper du capital requis pour, c'est bien de s'occuper de la liquidité dans les fonds, mais si on n'aligne pas l'ensemble de ces intérêts-là, il y a un endroit dans la chaîne où ça bloque et ça aboutit à ce que vous mettez en évidence, mais qui est une réalité. Johan, you highlighted at the beginning of the roundtable the growing role of corporate governance. I know that you are very sensitive to those questions of environment and governance. In July, your institution published a new report, which was entitled Understanding the Worth of the Workforce. So how does the investment communities have so far responded to those growing concerns, and what do you expect from them in the future? Well, we've certainly seen in the UK, but also clearly across the rest of the European Union too, a growing focus on corporate governance. And on the one hand, that could be dismissed as, well, this is just political interference in what companies and pension funds do. But actually the way that we would look at that is by saying, well, companies
that have stronger governance standards are the ones which are better, which will be better performing companies, and ones which will provide better returns to pension funds. And the work we did over the summer with the asset management community, working with our colleagues, the Investment Association in London, and with companies themselves, was really about the workforce. We've had a lot of focus on executive pay, but this was about the whole of the workforce. And our premise was that actually employers, companies will always say, and many employers here in this room, and we will all have said it, that our employees are our strongest asset. But then as an investor, you can find almost no information about that asset in company reports. And so what we're asking companies to do is to tell pension funds as investors about that asset, about how they engage and work with and manage their workforce. So issues like pay ratios, who's employed, numbers of full-time, part-time workers, diversity, training and education, health and safety, a whole set of issues. And we've had some really good response from the asset management community, but also companies themselves. And what's quite interesting in the UK, we've focused a lot in the UK about the agenda for Europe and Brexit here this afternoon. But there's a domestic agenda for UK politics too. It's difficult to believe, but really there is. And our new Prime Minister has said very much, she's very much in sympathy with that agenda by saying, she wants to see a new relationship between government and business. She wants to see business really disclosing more and taking account of those issues around the workforce specifically, but also some of those broader agendas, and making sure that there are strong companies to generate strong returns, and in our case, generate stronger pension funds. So I think we're very much in tune with the corporate sector, but also actually the government as well. Je reviens sur la question de la transparence. Les asset managers sont de plus en plus impliqués dans le flux d'informations qui sont fournis pour des raisons réglementaires, avec les MIF 2, PRIPS, etc. Guillaume Pratch, et peut-être après Philippe Setbon, qu'est-ce que vous, d'abord Guillaume, vous attendez des asset managers dans ce rôle-là? Et puis, est-ce qu'on ne leur demande pas trop d'informations qui finissent par noyer les épargnants? Tout à fait. Il ne faut pas confondre transparence et volume de l'information. C'est d'ailleurs, à mon avis, il y a une corrélation contraire. Parce qu'au bout d'un certain nombre de pages, de toute façon, on ne lit pas. Et quand je dis on, nous, non, mais je pense que aussi pas mal d'institutionnels fatiguent au bout d'un moment. Non, c'est très important, la transparence. Bon, Alan en a parlé. Moi, j'ai dit tout à l'heure, brièvement, que c'était un atout pour l'industrie de la gestion et pour l'industrie des fonds surtout, parce que les fonds sont plus transparents que beaucoup d'autres produits d'épargne dits packagés. Donc les produits, et je parle des produits individuels, je ne parle pas des produits collectifs d'épargne retraite où il y a d'autres enjeux. Enfin, surtout quand c'est des defined benefits ou comment dit-on des prestations définies, voilà. Mais je veux en profiter effectivement parce qu'il y a des choses sur lesquelles on est tout à fait d'accord avec l'industrie de la gestion, et notamment parfois le mieux est l'ennemi du bien, et je voudrais dire juste un mot sur les PRIPS qui illustre mon propos, c'est-à-dire qu'en 2010, après beaucoup d'années de travail entre l'industrie de la gestion, les régulateurs et les épargnants, on est arrivé au KID, au DC pour les fonds. Ça n'a pas été facile, les gens ne se souviennent pas, mais pour obtenir d'avoir la publication standardisée, donc comparable, des performances passées sur 10 ans, avec le benchmark quand il fait partie de la politique d'investissement du gérant, ça n'a pas été évident. Aujourd'hui, les autorités européennes de supervision, malgré des consultations, on leur a dit qu'il ne fallait pas enlever ça, l'ont enlevé. Bon, on connaît le résultat. J'en profite pour peut-être une petite information que vous aurez avant les autres.
c'est que demain, je pense, on va signer une lettre, ce qui est exceptionnel pour nous, hein, une lettre commune avec l'industrie européenne de la gestion, avec les FAMA, pour demander aux autorités européennes de réintroduire l'information sur les performances passées. Rendez-vous compte que vous allez avoir des produits d'épargne. Le niveau 1 de la réglementation nous veut du bien. Hein. Il veut élargir cette transparence et cette simplicité, cette standardisation et donc cette comparabilité à d'autres produits d'épargne que les fonds. Mais le résultat final, hein, le devil's in the details, comme on dit parfois en anglais, c'est que vous ne saurez même pas dans vos 3 pages si le produit a gagné de l'argent ou pas. Vous pourrez chercher dans toutes les 3 pages, vous ne trouverez pas. Vous ne pourrez pas savoir si le produit a atteint, dépassé ou pas ses objectifs de placement. Vous ne saurez pas. Quand vous aurez 2 produits similaires, je prends par exemple tout bêtement 2 fonds indiciels sur le CAC 40, comment vous allez comparer? Lequel je vais acheter? Vous ne savez même pas lequel a fait mieux que l'autre. Donc c'est ni fait ni à faire, et c'est pour ça qu'exceptionnellement on a décidé de signer une lettre commune avec l'industrie de la gestion sur ce point, parce que la transparence, comme le disait Alan, hein, sur les performances et sur les frais, c'est clé. On revient sur la retraite. Donc la Commission européenne consulte actuellement afin d'évaluer l'opportunité de créer des produits européens de retraite individuelle. C'est même sans doute une nécessité, mais les contours de ce fonds sont encore assez flous. On ne sait pas encore quel niveau d'harmonisation il y aura, quel traitement fiscal, quel type d'investissements seront autorisés. Donc une question pour vous tous, est-ce que vous êtes favorable à un tel produit? Qu'est-ce que vous en attendez? D'abord Philippe, c'est bon? Et puis après Alan et Johan. Merci. Peut-être juste une demi-phrase sur la précédente, puisque vous m'avez posé aussi la question, si vous me permettez, Guillaume. Non, juste, je ne reviendrai pas sur ce que vous avez dit, puisque là, on voit bien qu'il y a parfait alignement, justement, entre le client ou le consommateur et l'usine de production sur les PRIPS, par exemple. Hein, donc, copie à revoir, très certainement. Pour autant, cette transparence, ce besoin d'information est là, elle est nécessaire, et cette information, elle est détenue chez l'asset manager et elle est envoyée fournie depuis l'asset manager. Et donc on voit bien que finalement, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire l'accompagnement long terme de l'épargne, les besoins de diversification, real assets ou autres, et cette fourniture d'informations de plus en plus précise et normale déplace de plus en plus le curseur et place l'asset manager de plus en plus au centre du jeu dans ce domaine-là. C'est un point important et je pense qu'il est à noter. Alors, je reprends le fil sur la question des et PEP, je reprends sur le PEP. Alors effectivement, il y a encore besoin de préciser certains points, mais on va dire que globalement, hein, non seulement là, au titre de l'AFG, évidemment nous avons participé à cette consultation depuis pas mal de temps, non seulement nous y sommes favorables, non seulement nous soutenons cette proposition européenne, mais je vais aller un peu plus loin, ça rejoint très clairement des réflexions et des propositions de l'AFG dans le domaine de la retraite complémentaire. En l'occurrence, on parle bien de ça, on parle de retraite complémentaire lorsque nationalement, on a par exemple ici en France un socle de retraite par répartition. Donc sans parler de la répartition, sur cette retraite complémentaire, oui, nous pensons qu'il est nécessaire, il est important, il est stratégique désormais, d'ajouter, alors on peut l'appeler comme on veut, mais en tout cas, ce type de fonds, cette épargne long terme, promouvoir l'épargne long terme, un produit qui soit un produit individuel, qui manque clairement dans le dispositif aujourd'hui, individuel et s'adressant au plus grand nombre. Il ne s'agit pas de faire, comme on fait bien souvent, à l'arrivée des produits dont le seul intérêt est une déduction fiscale pour les CSP+. C'est un produit de large diffusion parce que l'objectif, c'est le financement ou la préparation des pensions ultérieures. Et puis donc, dont la sortie, il faut ajouter de la flexibilité, dont la sortie soit en rente, ça existe déjà, ou en capital. Et en capital. C'est essentiel aussi si on veut que ce soit un succès, parce que le succès, il doit venir de l'intérêt que ce produit représentera pour les jeunes générations.
le sujet, c'est pas ceux qui ont 55 ans aujourd'hui pour préparer leur retraite, c'est comment on prépare ça pour les jeunes générations. Donc si on veut que les jeunes rentrent dedans, il faut qu'ils puissent avoir une sortie en capital, bien évidemment. Alan, Johan, what would be your advice on the development of those so-called pan-European personal pension products? Yeah, first of all, I think you're not in doubt. I think it's a fantastic idea. I think we need such a product in Europe. Now, each of the countries, of course, have their own setup and structure and so on, and it's fair enough that we want to see the details. But if it can be done, I think it's fantastic. In my mind, it is a lot about taking the intellectual capacity that we have in asset management, in pension, in life insurance, and take that out to cross-borderly in Europe to a full, I call it mass market, a full retail product. That can be done, but it's difficult. And one of the things that I find extremely important about this is that we have to create trust. In many countries, there's not a trust, and to the setup, to the taxation system, etc. So one of the ways of doing this is to take the best of the worlds. Now, one of the fantastic thing in usage is you are not in doubt, this is my money. And sorry to say, but in other schemes, in life insurance and in pensions, in some countries at least, it's not your money. You have given them to something, a black box, and maybe you'll get it back. Maybe it will be taxed, maybe something. So this idea that it's your money and you can follow it is extremely important, which requires some European regulation, some European transparency, etc., maybe a platform, etc. That's one of the details. And then I think it's this long term, how we can transfer to be sure that it's competitive. Competitive, as we talked about, performance and fee. And that is again up to having a structure where you really can diversify. So a European person, and it's true, it will be for younger people in particular, that they can in one product actually get the full diversification. That's accessibility to this. That's extremely important. So yes, I think there is a need, and we should all contribute in it. And for asset management, it's a fantastic opportunity. Just said, Philip. Johan? Yeah, I mean, let's go back to the sort of highest point here of this discussion, which is really about, how do we deliver good pensions to Europe's citizens, and what's the role of asset management in doing that? And I suppose one of the numbers that we always come back to in Pensions Europe when we're talking about pensions across Europe is that 60% of Europe's citizens have no access to a pension whatsoever beyond their state pension. As you said, lots of those pay-as-you-go systems are or will be simply unsustainable. So there has to be a role for PEPs within that, and within that role of delivering decent pensions to all of Europe's working people. I think the question then is, how do you go about delivering that? Because saying it is something which is very easy to do, and as you've said, Alan, delivering it is something which is really, really very complex, particularly when we have different tax regimes across the European Union. I think my sort of experience, and particularly again thinking about this from an asset management sector, might be actually to start simple and then build up from there. But we need to focus on that really big number. How do we deliver pensions, retirement income security to the 60% who are currently missing? If we don't, then some of the economic problems that we're facing now, in light of Europe's ageing population, will seem quite trivial indeed. So I think PEPs within all of that have got a role to play. Okay. Guillaume, très rapidement sur la même question, parce qu'on a joué des signaux qui clignotent de partout. En quelques minutes, votre vue sur ce que pourrait être ce produit, ce plan de pension additionnel pour les épargnants individuels? Donc pour les retraites individuelles, on pense que c'est vital. On soutient très fortement ce projet, à condition, comme le disait Johan, qu'il reste simple. Il y a 3 écueils, à mon avis, à éviter pour ce PEP. Alors bon, il faut évidemment une volonté politique farouche, notamment sur le plan fiscal, parce qu'il est clair qu'évidemment, s'il n'y a pas la clause de la nation la plus favorisée sur le plan fiscal, ça ne décollera pas. Mais il y a 3 écueils à éviter. À mon avis, le premier, c'est le complexe, qui est, moi je croyais français, mais qui en fait
a dû être exporté à l'ensemble de l'Europe, c'est pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Et quand je vois déjà les travaux d'EIOPA, qui sont d'ailleurs remarquables, hein, l'European Insurance Pension Authority, il y a des très bonnes idées là-dedans, mais ils n'ont pas arrêté d'empiler des contraintes, etc. Lié à ça, l'autre obstacle, c'est le complexe du not invented here. Et je suis heureux de voir que quand même dans la consultation de la Commission européenne qui est en cours, quand même ils se sont dit, mais peut-être un IRA à l'américaine, pourquoi pas. Ils ne sont pas convaincus, hein. Ils l'ont mis pour faire plaisir à d'autres. Mais voilà un produit qui a fait ses preuves, qui est simple, qui est ouvert à tout le monde, aux assureurs, aux gérants, et aussi aux gens qui voudraient mettre des titres, acheter des titres en direct. La bonne idée d'EIOPA, je termine là-dessus, c'est l'option par défaut sécurisante pour les épargnants qui soit n'ont pas les connaissances financières pour choisir d'autres options, soit ou n'ont pas le temps de suivre leur épargne retraite de façon active. Et là-dessus, je termine là-dessus, Guillaume, il y a un gros débat évidemment, mais je crois qu'il faut cette option par défaut. Je pense que c'est capital, hein, et puis aussi les théories financières, behavioral science que vous connaissez, au moins ils seront sur quelque chose de sécurisant. Alors quand je dis sécurisant, c'est pas contre l'industrie de la gestion. On peut sécuriser autrement qu'avec des produits d'assurance. On a quand même par exemple les obligations, les OATI, hein, enfin les obligations long terme indexées sur l'inflation. Ça serait un produit intéressant. Ce qu'il faut éviter, c'est les fausses et trompeuse garantie, comme j'ai entendu dire proposée par certains. Ah bah oui, l'option par défaut, ça va être garantie en capital nominal. Alors là, on se fiche du monde, hein, parce qu'au bout de 40 ans, même avec 2% d'inflation, on perd 60% de son épargne. Hein. Merci. On va prendre une question SMS. Je vais demander à un répondant de répondre. Question simple. How could we convince our governments and parliaments that long-term savings should be less taxed than guaranteed short-term savings, especially in France, maybe? They are not there. I think Mr. Dombrovskis has gone. But if you had one key argument to convince them, what would you say? Alan? That is clearly, in my eyes, that the money is reinvested in society. And that is the most important thing, that these money are actively gone back to society. I think that's a very strong argument. Okay. Thank you very much. Philippe, il va être temps de conclure. Je vous laisse la parole. Merci. Écoutez, en deux mots, hein, parce qu'on a déjà beaucoup dépassé visiblement. On est presque bon, vous avez 3 minutes. Bon, merci. Non, mais en quelques mots, je crois qu'on a vu à travers les différents propos, hein, que finalement, l'asset management ou les sociétés de gestion en collaboration étroite, hein, évidemment, avec les fonds de pension ou les institutions financières en charge selon les pays, et de plus en plus finalement au centre du jeu. Je l'ai souligné juste avant, et de plus en plus au centre du jeu. Et à ce titre, on doit faire des propositions constructives. Je pense qu'il y en a ici, on a esquissé quelques propositions. Au sein de l'AFG, on est en train de réfléchir au sujet, et on s'apprête à faire des propositions en la matière, et notamment sur cette partie de fin de séance discutée sur la retraite, l'épargne retraite complémentaire. Et on va faire des propositions dans les prochaines semaines sur le sujet. Je pense qu'on finalement, pour reprendre l'image du pont qui a été évoquée précédemment dans l'après-midi, finalement on a quand même un rôle fantastique, central je le disais, mais un rôle fantastique à jouer, parce qu'on est un pont pour les personnes entre leur vie active et leur vie de retraité. Donc on se doit d'assurer, avec toutes les remarques que vous avez pu faire sur comment assurer justement le pouvoir d'achat du futur retraité, personne qui épargne et qui fait confiance à l'industrie financière pour l'accompagner dans le cycle de vie. Et puis deuxièmement, on a aussi un pont entre l'épargne et l'investissement de cette épargne. Ça a été dit précédemment dans les autres tables rondes, sur le financement de l'économie. Et d'ailleurs, c'est à travers ça, sans doute, qu'on peut convaincre les autorités compétentes en la matière pour remettre à l'endroit les fiscalités, parce que si on veut de la ressource long terme, et on a un besoin criant de ressources long terme pour financer l'économie, et on a besoin d'une taxation adaptée. Donc voilà, je crois qu'on est au centre du jeu, on a un rôle important à jouer, jouons-le.
faisons des propositions constructives. Et puis si je peux terminer avec le mot de la fin et que Guillaume Prache me permet de le citer, je reprends un terme qu'il a employé et on pourrait en faire la devise de l'AFG. L'industrie de l'asset management est à la veille de son âge d'or. Donc voilà, merci. Merci beaucoup Philippe, Guillaume, thank you Johan and Alan.